Salut à tous. Un mec de 2 mètres 07, on va dire, ça dépend des mesures. 2 mètres 07 qui s'avère être aussi un des joueurs les plus adroits de sa QV. On va parler dans ce podcast de Patrick Baldwin Jr., joueur de Milwaukee en NCAA. Son portrait de futur drafté en 30 minutes chrono. Et je vous rappelle que notre site c'est envergure.co, abonnez-vous au podcast pour recevoir la notif dès que ça sort. On est présent sur quasi toutes les plateformes d'écoute, abonnez-vous à YouTube, Planète Draft tous les mois notamment en direct, mais aussi pour recevoir les podcasts. Et puis abonnez-vous à Twitch, les streams hebdomadaires de grande qualité. On regarde du film en direct, on analyse des vidéos en direct de joueurs NCAA ou de rookies NBA ou autres, de prospects quoi. Donc on brosse le portrait de Patrick Baldwin Jr. avec Alan, Manu et Hugues. Salut les gars. Salut Alex. Salut tout le monde. Un mot pour décrire Patrick Baldwin. Un mot. Vous avez le droit à un mot. Surcoté. Grand. Abandonné. Voilà, merci, c'est fini pour ce podcast. Non, on va vous donner les détails quand même. Patrick Baldwin Jr., numéro 10 de notre dernier Big Board, notre classement des meilleurs joueurs de la draft NBA 2022. Qui est-il, ce monsieur que Manu, tu as qualifié de grand? Eh bien, je vais te demander de nous décrire un peu son parcours, s'il te plaît. Alors déjà, c'est l'intérieur de l'université de Milwaukee, dans le Wisconsin. Né à Green Bay. Le 18 novembre, son père, Patrick Baldwin Senior, est le coach de cette université depuis 2017. Donc, c'est un peu ce qui a guidé le choix du fiston. Son père a joué en NCAA et sa maman au volley à Northwestern 2. Donc, lui, des jeunes de sportifs égales pour lui aussi, comme Kendall Brown. Il fait son cursus lycée chez lui à Hamilton, Sussex. Il n'a pas fait de prep school reconnu comme certains d'autres prospects américains. Et ça lui a quand même valu l'étiquette de prospect 5 étoiles unanimement de la part des différents sites de spécialistes US. Il est joueur de l'année 2020 de son état avec une moyenne de 24 points et presque 11 rebonds. Ce qui lui permet d'être sélectionné au All-American, au McDonald's All-American et au Nike Hoop Summit. Donc 2 événements qu'il n'a pas pu jouer à cause de la situation aux États-Unis. Il a fait partie de Team USA l'été dernier au championnat du monde U19, donc, qui a remporté le titre contre la France, notamment en finale. Il a joué tous les matchs, 7 points de moyenne, 5 rebonds et 2 passes. Et le chose de ce parcours à retenir, c'est qu'il a été gêné par une blessure sur sa dernière année en high school. C'est une déchirure au ligament de la cheville gauche. Donc il se blesse en décembre 2020 et ce qui lui a fait manquer la fin de la saison à high school du coup. Et c'est une cheville sur laquelle il a également été gêné cette saison. Il a manqué plusieurs matchs à cause de cette cheville. Il a également manqué plusieurs matchs à cause du Covid. Et finalement, cette année, il a très peu joué. Il a joué que 14 matchs sur les 24 ou 25 de son équipe. Ouais, et on redit une nouvelle fois, mais c'est vraiment une toute petite fac. Milwaukee, c'est une toute petite conférence, toute petite fac. C'est Division 1, mais quasiment le plus bas niveau, quoi. Ouais. Et il était courtisé par tout le monde. Sa liste finale, c'est Duke, Georgetown, Kentucky, Michigan, North Carolina, UCLA, Virginia, Wisconsin. Petit quiz comme ça, en rebondissement, est-ce que vous savez le seul joueur All-Star sur les 25 dernières années qui sort de cette conférence? All-Star? Il y en a un. Ouais. Alan, tu dois l'avoir. C'est McCollum, non? Non, je vais essayer de trouver, c'est la Ligue Horizon. Il y a quoi comme fac là-bas? En fait, c'est une fac qui n'est plus dans cette conférence. Ah oui. Tu l'as? Non, je vais pas trouver alors. Mais on en a déjà parlé de ça. Ouais, quand ça a été vu, c'est Gordon Hayward qui jouait à Butler. Ah, Butler était en Horizon. Butler à l'époque était dans la... Ouais. Exactement.
ils ont changé 2 fois de conférence avant d'arriver, enfin une fois Ouais. avant la Big East et ensuite la Big East. Ah ouais, c'est pas. Voilà, petite info comme ça. C'est beau, très beau trivia, mais à l'époque, je regardais même pas si Gordon Hayward, c'est le début des visionnages NCAA. Bon. Hugues, parle-nous du physique de Patrick Baldwin. Alors, je sais pas quelle taille tu as, moi ça dépend des sites, comme d'habitude, ça oscille entre 2,6 et 2,09. Ouais, moi je l'avais à 2,08, donc on va partir à peu près là-dessus. C'est un ailier qui joue du coup au poste de pivot quasiment à Milwaukee parce que comme c'est une petite fac, il y a très peu de joueurs grands finalement, donc il se retrouve Ouais. un peu mis là par défaut. 99 kilos, il a pris quasiment plus de 15 kilos sur les 2 dernières années, donc une grosse prise de masse. Une envergure mesurée à 211 cm, donc ça fait 6 pieds 11 si on essaie d'être dans le système métrique de notre Ben adoré. Si je dois parler du joueur dans son corps, déjà il y a une acné qui passe pas. Je trouve ça dramatique pour lui. J'espère que ça va aller dans la suite de sa carrière. Sinon c'est pas très très flashy. Pour être un peu plus sérieux, c'est un joueur qui n'est pas très athlétique. Si on prend la moyenne NBA dans toutes les dimensions, un premier pas très lent, latéralement très compliqué, notamment dans la rotation des hanches et dans l'équilibre avec le bassin. C'est pas non plus une menace verticale de très haute qualité, même si c'est un joueur qui compense, on va en parler, par un QI basket très 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 développé. C'est pas un joueur qui prend le dessus physiquement sur ses défenseurs directs, malgré qu'il soit plus large que les joueurs qu'il affronte. Les ailiers de la horizon, en fait, ils lui rendent quasiment 7-8 cm à chaque fois, mais il n'arrive pas à prendre le dessus. Et on l'a vu lorsqu'il a joué contre des équipes potables, et je pense à Florida et Colorado, où il a affronté des Drew G et des Jabari Walker, qui lui ont mis la misère athlétiquement parlant. Très bien, donc un joueur pas très physiquement sexy. Sans parler de Pas sexy du tout. sans parler de sa peau évidemment. Alan, pourquoi on en parle alors de Patrick Baldwin Jr. Pourquoi était-il en recrue 5 étoiles? Pourquoi est-il aujourd'hui prévu au premier tour chez, je crois, l'intégralité des plus grands sites de Big Board, Mock Draft, etc. Pour ses qualités de tir, sa qualité de shot maker, à sa taille, le rapport taille, capacité de tir reste pour moi très intéressant et assez impressionnant. C'est-à-dire un joueur qui est entre deux, comme vous l'avez dit, 2,05 et 2,08, qui est capable d'avoir un tir aussi. Et c'est intéressant parce que ça ne se reflète pas énormément dans les statistiques qu'on peut voir, mais la gestuelle, la facilité avec laquelle il peut prendre des tirs en catch and shoot, prendre des tirs en mouvement, mettre un petit peu sur du pull-up aussi, ça reste assez rare. Et on parle quand même d'un profil de joueur qui, je pense, a tout pour en NBA être un floor spacing forward, c'est-à-dire un 3-4 utilisé surtout off-ball, à qui on peut faire tirer sur pick and pop, tirer dans les coins, attaquer, je pense, un close-out, parce que comme l'a dit Hugues, c'est pas un athlète incroyable, mais avec un meilleur spacing, il pourrait, je pense, attaquer des close-out. Donc on achète un shot maker, un joueur qui, dans une rotation NBA, aura cette labellisation de tireur. Très bien, donc Patrick Baldwin Jr. J'ai une question tout de suite pour Manu. Toi, tu as parlé de ses blessures au lycée. Hugues a parlé de sa prise de masse. C'est difficile de ne pas faire la corrélation entre les deux. Est-ce que tu as l'impression sur les matchs, les derniers que tu as pu voir, qu'il bouge moins bien ou qu'il a toujours finalement bougé comme ça, c'est-à-dire un peu eu du mal sur l'explosivité? Je ne l'ai pas vu au lycée, je l'ai juste vu, du coup j'ai refait des matchs du U19 et j'ai essayé de faire cette année en NCAA, c'est très très compliqué, visuellement déjà. Et non, j'ai pas de... Moi, à l'écran en tout cas, j'ai pas vu de différence notable, il n'y a rien qui m'a choqué. Parce qu'il joue avec une... Je le trouve assez fluide, notamment sur le shot making. Parce qu'il joue avec une genouillère sur certains matchs. Et moi, cette prise de poids me fait peut-être me dire que... surtout, je trouve qu'il est à la rue physiquement, quoi. Hugues, je sais pas ce que tu en penses. Moi, les matchs que j'ai regardés, le gars, il était en nage, quoi.
au bout de 5 minutes. Bah, c'est ça, et son papa, qui est le coach, ne le fait pas beaucoup jouer de longues séquences d'affilée. C'est un des premiers mecs qui sort alors que c'est le seul joueur potable de son équipe, hein, faut être honnête. Il n'est pas capable d'enchaîner sur des grosses séquences, et pour le problème de pied, ça remonte même à dès sa première année de lycée en fait. Il a jamais, je crois, fait une saison complète depuis qu'il est en high school. Ouais, donc ça c'est inquiétant, peut-être encore plus que le manque d'explosivité, parce que ça en devient handicapant. Alors après, moi je pense qu'avec une bonne prépa physique, il ferait quand même plus de choses que ce qu'il fait là. Euh, j'allais dire, physiquement. Hugues, où est-ce que tu le projettes en année 1? Est-ce que tu le mets sur le terrain? Pourquoi faire si tu le draftes? Ouais, je le mets dès la première année sur le terrain parce qu'il peut créer un vrai spacing. C'est quelque chose qu'il fera rapidement. Je pense qu'il va avoir un rôle très limité et toute sa carrière ça va être le même en fait. Il va poser des écrans en pick and pop et il va tirer à 3 points. Je me demande même si certaines équipes vont pas vouloir l'utiliser en poste 5 à terme. Euh, Parce que finalement c'est un joueur intelligent et pour avoir un spacing optimal, mettre des écrans, Hmm. tirer à 3 points, et c'est un très bon passeur, quelque chose qu'on voit pas beaucoup côté de Milwaukee, parce qu'encore une fois, c'est des glands hein, à côté de lui. Donc voilà, je pense que ça va être son rôle et qu'on va très vite atteindre son plafond, mais avec une valeur positive sur le terrain, offensivement parlant. Alan, la question qui fâche sans doute pas mal d'observateurs, est-ce qu'il peut défendre? J'ai encore vu une vidéo où il jouait contre Banchero l'année dernière, Banchero de Duke, qui a projeté top 3. Il se fait pourrir à chaque départ en dribble. Enfin, on n'a pas Ouais. l'impression qu'il peut défendre sur des postes 4 explosifs, quoi. Non, non, c'est assez complexe. C'est pas, en fait, pour défendre en NBA, il faut avoir soit la volonté, le mindset. Ça, il l'a pas vraiment eu parce que ça a toujours été un petit peu une star, Patrick Baldwin. Ça fait longtemps qu'on en entend parler et tout ça. Ou alors, il faut avoir des qualités athlétiques qui font que bah, tu peux te permettre peut-être d'être moins à fond dans ta tête, mais ton corps, tes aptitudes vont permettre de te rattraper. Il a aucun des deux. Et même quand j'ai fait comme Manu, hier soir, j'étais revoir 3 matchs de son FIBA U19, donc contre des équipes quand même assez potables pour voir. Donc je crois que j'ai refait la finale contre la France, malheureusement. Je m'en suis toujours parmi. L'Australie et le Canada en demi-finale. Et non, même contre des petits, il saute sur les feintes, il mord, il n'arrive pas à les tenir. Au rebond, il est parfois un peu soft. Là où il est bon, c'est sur de la lecture, loin du ballon, du deuxième rideau. C'est un joueur très cérébral, je trouve, Patrick Baldwin. C'est un joueur qui, sur le terrain, va savoir où se placer, replace d'ailleurs souvent ses coéquipiers, que ce soit avec Team USA et avec Wisconsin Milwaukee cette année. Donc, je pense il pourra peut-être atteindre le stade de défenseur non négatif parce qu'il pourra faire les bonnes rotations, il fera pas d'erreur. Mais par contre, quand il sera si par exemple il y a un switch sur lui et qu'on le met sur un petit ou qu'il est posté par un ailier puissant, ça va être problématique. Très bien. On vend du rêve, hein, on vend Ouais, du c'est rêve. ça. Non, mais et c'est intéressant parce que finalement, moi, je crois que je l'ai pas vu hors loterie. Même, je parlais tout à l'heure premier tour, mais je crois pas que je l'ai vu hors loterie ou alors dans des big boards un peu fantaisistes, quoi. En tout cas, qui se veulent originaux et out of the box. Certains d'entre vous l'ont hors loterie, peut-être, non? Ouais, et il va encore descendre. Jusqu'où peut-il descendre? Entre 20 et 30. Parce qu'il shoot trop bien et que le profil est rare. Après, ça dépend, tu parles de jusqu'où il peut le descendre sur un big board ou sur une mock. Jusqu'où toi tu peux le descendre sur un big board et en conséquence euh, par rapport aux autres profils de cette QV, comment évaluer son potentiel inférieur donc à tant de joueurs au-dessus de lui, c'est-à-dire 5, 10, 15, 20. Bah, sur un big board, je le mets entre 20 et 30 parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire avec lui. Et si c'est ce que je disais sur notre chat sur WhatsApp, tu le fous. Ça se trouve, il termine 26e pick à Miami et dans 3 ans, il est trop fort, il est All-Star, quoi.
je pense, quand je le vois, c'est typiquement le joueur que j'imagine devenir. Tomber dans la situation parfaite pour lui et exploser. C'est pour ça que j'y crois pas personnellement. C'est pas un joueur qui me. Enfin, mais en même temps, je pense qu'il n'a pas fait le bon choix en allant dans cette université-là où il se retrouve, comme disait Alan au tout début, il est tout seul, quoi. C'est horrible. C'est vraiment horrible pour lui et pour évaluer ce genre de choses, c'est très 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 compliqué, quoi. Donc moi je me base plus sur le FIBA. Vas-y. Ouais, non, en réalité, moi je trouve ça. En fait, je trouve pas ça négatif parce que pour moi, il n'y a rien à tirer de sa saison à Milwaukee, si ce n'est, c'est pas une option 1. Mais on le savait en fait. On le savait que Patrick Baldwin, ça serait pas un porteur de balle numéro 1, un joueur comme ça. Parce que même en FIBA, on avait des indices. Dans le contexte FIBA, on le redit, FIBA 19, il gagne. Les stars d'équipe, c'est Chet Holmgren, Jaden Ivey, ou même Jonathan Davis, Mike Miles qui joue à TCU. Et lui, Baldwin, il a le rôle de poste 4 qui sort du banc et qui est là pour mettre des tirs, pour écarter le terrain. Il le fait bien d'ailleurs en finale contre la France, en demi-finale contre le Canada. Donc en fait, moi je vais pas trop le descendre par rapport à sa saison à Wisconsin-Milwaukee parce que je savais que ça allait être cataclysmique. Et en fait, j'attendais que à être surpris. Si je le voyais être très solide en initiateur d'attaque, là je l'aurais vraiment monté. Mais pour moi, il a quand même ce plancher, comme l'a dit Hugues, du tir. Il a ce plancher de la passe, parce que je le dis, quand il y a des flashs contre Florida, contre Colorado, où il fait des bonnes rotations, il arrive à voir. Je trouve que c'est un bon passeur en fait. Je trouve que c'est un bon passeur, je trouve que c'est un bon tireur. Tu peux pas trop le descendre à sa taille. Moi, je l'ai 14, 15, je crois. Je peux pas trop le descendre parce que, pour moi, ce joueur-là, je le vois avoir plusieurs contrats en NBA. Je le vois être dans une rotation. Et comme l'a dit Manu, surtout, s'il tombe dans un système qui peut masquer ses faiblesses, son manque de latéralité, et qu'on le fait surtout beaucoup tirer, prendre des décisions balle en main, et qu'on le fait prendre beaucoup de tirs peu compliqués. C'est-à-dire cette année, j'ai un peu regardé, il est à 28% à 3 points, mais parce que il prend quasiment un tiers de ses tirs, soit sur la fin de l'horloge, soit sur du pull-up contesté. Si une équipe arrive à masquer ses faiblesses, arrive à pouvoir vraiment le limiter à un rôle plus, mais en réalité, c'est pas simple à faire. C'est pas, genre, beaucoup parlent de Miami avec Max Strus ou Duncan Robinson. Oui, mais en fait, Max Strus et Duncan Robinson sont aussi de très bons joueurs à la base. Je pense qu'il y a peut-être, ils ont été sous-draftés ou même pas draftés. Donc je pense qu'il faut un bon contexte pour lui, mais je pense qu'il a que 19 ans, c'est un bon tireur, c'est un joueur intelligent, et il a montré dans le contexte autre, donc un contexte Team USA où il avait un rôle moins important, qu'il était très valuable, qu'il pouvait terminer les matchs. Donc je vais pas trop le baisser. Nemanja Bjelica, je sais pas comment on prononce. S'il devient plus dur. Ouais, Bjelica est un tronc, ouais. Mais tu vois, je parlais pendant le stream avec Nicolas Lang, du coup on a fait un stream qui est le shooter du CSP Limoges et qui est un international français spécialiste du tir. Et il me disait que le problème c'est que ce joueur il a pas assez de variation dans son tir, il a pas assez de tirs différents. Quand il regardait du clip, il voyait plus un joueur qui faisait du catch and shoot, mais il trouvait que l'équilibre au niveau du bassin était très mauvais quand il devait tourner, qu'il le projetait pas en shooter en sortant des écrans, ce que les mecs de Miami font excellemment bien. Et je le comparais moi avec Davis Bertans en disant est-ce qu'il pourrait avoir ce rôle-là. Il me dit mais Davis Bertans il shooterait tellement mieux au niveau NCA, même avec des moins bons gars, et tellement plus physique. Donc ça peut être une projection quasi optimale en fait, j'ai l'impression, même s'il y a des grosses qui à la passe comme tu le disais. Je pense que est-ce qu'il n'y a pas une créativité à avoir au niveau du contexte où il va tomber sur lui donner des ballons face à des défenseurs qui seront certainement souvent plus petits au niveau de l'elbow. Il adore ça. Ça, en high school, il le faisait beaucoup, shooter au-dessus pour avoir vu quelques matchs, shooter au-dessus comme il était plus grand que les adversaires, il aimait beaucoup leur shooter dessus, et comme il a un certain toucher à mi-distance, il le faisait plutôt bien. Je pense que ça peut clairement se voir. Son meilleur match, il le fait dans une zone. Contre, je crois que c'est Oral Roberts ou Robert Morris, un des deux. Robert Morris, une sorte de zone 2-3. Ouais, il se met au milieu et il les enchaîne.
Donc Ouais. clairement il est très à l'aise là-dessus et même face à des Hmm. défenseurs plus petits, il les a Oui, détruits. ça peut être. Il y a de plus en plus de zones. Ça peut être aussi une sorte d'arme de zone breaker pour la Mm. NBA. Avec moins de talent, bien sûr, mais ce qu'a pu être par moment, au tout début, Michael Porter. Un genre de joueur qu'on faisait venir, Surtout moins d'explosivité, quoi. beaucoup moins d'explosivité, mais beaucoup dans le shot making et pas un athlète plus plus. Je compare pas les joueurs, je dis juste que ce que Denver a réussi à faire avec Porter au début, avant qu'il soit vraiment à 100% physiquement et tout, c'est peut-être ce qu'on peut faire au début avec Baldwin aussi. Dis pas explose, ça va rappeler de mauvais souvenirs aux fans de Denver. Manu, est-ce que, est-ce que tu peux me parler de cette intelligence de jeu dont on crédite Patrick Baldwin depuis tout à l'heure? Comment elle se matérialise sur le terrain? C'est surtout à la passe. Moi, j'aime beaucoup son instinct, vision passe. Je trouve que c'est ça super intéressant pour un gars comme ça. Malheureusement, ça se voit pas trop sur les stats parce que bah, il se retrouve avec des joueurs qui savent pas faire des layups ouverts, donc c'est compliqué. Mais c'est vraiment ça. Et tu le vois vraiment comme un. Enfin, quand je parle de ça, c'est vraiment il est ancré dans. Souvent, c'est sur le 45 degrés et il va réussir à trouver quelqu'un. C'est vraiment dans cette optique-là, mais je pense qu'à terme, il peut vraiment avoir pas un rôle Ouais. d'initiateur, c'est pas ce que je le verrais faire, mais capable comme ça Hmm. de diriger, trouver la bonne extra passe et, pour le shoot, pour la faute. C'est vraiment ça, comme ça que je le vois, moi, à terme. Hmm. Le joueur intelligent. Le joueur intelligent. Alan, est-ce que tu as psychologiquement dans la tête, est-ce que tu as l'impression d'un joueur qui, moi j'ai presque l'impression il était prêt trop jeune, comme tu as dit, il était star très jeune, il est très très mature. Enfin, tu regardes des vidéos d'il y a 3 ans, donc il avait 16 ans, il parlait comme un type de 30 ans, quoi. Ah Matt ouais. Schmitz qui l'interviewait là. Est-ce qu'il a la grinta pour aller faire Mm. des extra travaux de développement pour perdre ce petit gras qu'il a maintenant, etc. Mm. Oui, il peut peut-être être labellisé un peu soft, je pense. Euh, Après, en termes de comportement, moi, à Milwaukee, bon, le comportement, c'est un peu la star de l'équipe, il est coaché par papa, donc difficile. Team USA, j'ai trouvé très bien. Sortait du banc, alors qu'il aurait pu peut-être se dire, attends, Kenneth Lofton, ok, c'est un mec de mid-major ou d'autres, moi je suis un prospect 5 étoiles, tout ça. Ça s'est plutôt bien passé, ça s'est même très bien passé, il sortait du banc, le côté, il était vraiment très, très influent, il était très, très positif, très dans l'énergie. Euh, Après, il fait très ouais, programmation de stars et de sportifs très jeunes, quoi, par le père, par gros joueur dans l'état du Wisconsin, qui est un joueur qui sort de plus en plus, qui est un état qui sort de plus en plus de joueurs, qui est de plus en plus compétitif. Euh, ouais, il fait un peu programmé, peut-être trop parfait, trop modelé, mais quand on l'a vu dans un contexte comme le contexte FIBA, ça s'est bien passé. Donc, je pense que les deux sont à prendre en compte. Hugues, Manu, vous avez des choses à ajouter là-dessus? Si tu regardes le match contre Robert Morris, au moment où il met enfin dedans parce qu'il sortait de grosses galères sur les tout premiers matchs, il explose de rage, tu vois, il s'élève vraiment, il commence à taunter l'adversaire. Donc il y a quand même ce côté très orgueil qu'on attend parfois. Ça, il l'a. Manu? Moi, je vais juste revenir sur la. Ouais, sur la. Je sais pas si on peut appeler ça de l'intelligence ou pas, ou de la culture, enfin bref. En faisant les recherches de présentation, j'ai vu que tous les ans à la, merde, comment on appelle ça? De, Pour Pâques, il putain. avait des chocolats? Non, 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 la fin d'année scolaire, tout simplement. Ouais, je perds mes mots, ça fait longtemps que je vais plus à l'école. En fait, Je te prends dans à ma classe chaque si tu veux. sortie d'année, ça marche. À chaque, à chaque année scolaire, il était toujours parmi les meilleurs. Il était toujours félicité Hmm. par des jurys ou des Hmm. choses comme ça au niveau de son état. Donc, je pense que ça montre aussi un peu le caractère du bonhomme et qu'il y a sûrement un travail à faire là-dessus
autour comme ça je sais pas si on peut appeler ça de l'intelligence ou mentale ou je sais pas trop comment appeler ça, psychologique, je sais pas trop, mais je trouve qu'il y a un travail à faire là-dessus. Oui, c'est une 500 tronchasse. millions, quoi, sur le bonhomme. Ouais, c'est une tronchasse, ça se voit, ça s'entend, même sur le terrain, ça se voit. Parfois, il surréfléchit, quoi. Il va anticiper 2 rotations à l'avance, alors qu'en fait, il a oublié qu'il jouait contre Fort Wayne Purdue, quoi. Donc effectivement, c'est quelque Université chose de John Conchar. c'est vrai, j'avais oublié. Eh oui. Ah oui, c'est vrai. Et qui réussit très bien. C'est la soirée en trivia. NBA. C'est la soirée trivia. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur notre ami Patrick Baldwin Jr. Je lui souhaite d'arriver vite dans un contexte NBA, de jouer avec des joueurs NBA. Quel contexte? Vas-y, quel contexte, dis-moi. Idéal. Une équipe... Moi, je trouve... On rigole souvent sur les Sacramento, les Knicks, tout ça. En réalité, pour un joueur qui sort de l'Horizon League, coaché par son père, qui n'a jamais vraiment été mis en difficulté, je pense que n'importe quelle équipe NBA avec un spacing, avec des joueurs plus anciens que lui qui va respecter parce qu'il connaît, je pense que ça va vraiment bien pouvoir lui faire débuter sa carrière professionnelle. Et j'ai hâte de voir dès la Summer League, par exemple. Dès la Summer League, comment il est utilisé, comment ça va se passer quand il va jouer avec des bons joueurs NCAA ou des rookies, des sophomores. Ça va être j'ai très hâte de voir dans un autre contexte. Je sais pas s'ils ont des pics de draft. Tiens, je peux vérifier en même temps. Je viens d'avoir une vision à Minnesota. Sortie de banc, il apprend avec Nasrid, qui était un peu dans la même situation que lui quand même. Ils ont le 16 Minnesota, faisable. McDaniels en mentor. Le vétéran. Hop, s'il vous plaît. Bon. Quand on sera All-Star, ça fera moi les malins. Ah, mais on adore pas autant que toi. J'adore McDaniels. C'est la question bonus, messieurs. C'est la question bonus, toujours en lien plus ou moins évident avec le joueur. Après les fromages suisses lors du dernier podcast, on va parler un peu basket quand même, parce que j'ai pas trouvé de spécialité du Wisconsin, en vérité. Le fromage aussi. L'alcoolémie. Ouais. Donc Patrick Baldwin est né dans le Wisconsin, il joue à Wisconsin-Milwaukee, état des champions en titre Milwaukee Bucks, qui a dans ses rangs 2 des chouchous à l'époque du podcast, et chouchous personnels aussi. J'ai nommé Pat Connaughton et Dante DiVincenzo. Donc la question bonus est, est-ce que vous préférez, c'est vraiment uniquement stylistique, est-ce que vous préférez le Notre-Dame de Pat Connaughton ou le Villanova de Dante DiVincenzo? Je n'ai pas dit qui était la meilleure équipe, c'est assez évident que c'était Villanova qui a remporté le titre, mais je vous demande votre équipe préférée. Le Notre Dame de Pat Connaughton. Hipster, quel hipster. Non. Tout ça pour faire plaisir au chef. Pas du tout. Steve Vasturia, Zach Auguste, Tyrion Grant, Demetrius Jackson. Que des mecs qui ont des carrières professionnelles. Il sort ses notes là exprès. Il avait révisé avant. Non, parce que c'est l'équipe qui a failli battre le Bonzi Colson invaincu avant qu'ils perdent contre Wisconsin. Ils auraient dû les battre ce soir-là. Notre-Dame, c'est l'équipe qui est connue pour Agile 21 et c'est tout. À un moment donné, il faut arrêter, quoi, tu vois. C'est un des programmes qui joue le mieux du pays. Et leur équipe de foot est bien plus supérieure à celle de Villanova. Donc rien que pour ça. Et le coach, je trouve qu'il ressemble à l'acteur de Shining, là, j'ai oublié le nom, le mec fan des Lakers. Jack Nicholson. Ah voilà, Jack Nicholson. Le coach, c'est Jack Nicholson. C'est vrai. Ah tiens, j'avais jamais pensé à Mike Bray en doppelganger de Jack Nicholson. Bien vu. Hugues, toi, tu préfères Nova? Ouais, Villanova. Et j'adorais Dante DiVincenzo en plus, donc double bonus. Villanova, on rappelle, c'est une équipe incroyable. Jalen Bronson, Phil Booth. Il est en Europe, non, Phil Booth? Je sais plus. Ouais. Ryan Arcidiacono. Non, il était parti. Il n'était pas dans celle-là. Il était parti. C'était assez. Eric Pascal, Michael Bridges, Omari Spellman. C'est quand même... Damir Ronsby Country. et Colin Gillespie et Jermaine Samuels qui sont encore là, 5 ans après. Ouais. Et qui vont peut-être être draftés. Et qui seront là dans 10 ans. Ouais, c'est ça.
en année bonus Covid plus. Manu, est-ce que tu peux... Nova. Elle était exceptionnelle, cette équipe. Exceptionnelle. Bon, pour une fois, j'ai le droit de voter. Je vote Notre-Dame, donc ça fait 2-2. Et ça sera un sondage à départager. Je vote notamment pour Bonzi Colson et pour Vijay Beecham. Incroyable. Superbe équipe. Et Blake Wesley qui arrive. Et Blake Wesley qui joue donc aujourd'hui à Notre-Dame. On fera un podcast prochainement sur Blake Wesley. On a besoin encore de le voir jouer, je crois. Parce qu'il progresse de match en match. Et il n'était pas attendu à ce niveau-là. Donc, eh bien, on a fait Patrick Baldwin Jr. On vous demande de partager l'épisode si ça vous plaît. Au moins de vous abonner à notre chaîne, à en parler autour de vous si vous connaissez des gens qui kiffent le côté draft ou qui supportent une franchise NBA qui ne décolle pas, puisque la draft est le meilleur moyen de faire décoller votre franchise. Rappelez-vous-en. On vous fait des bisous. Abonnez-vous à nos contenus et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.